Bonjour à tous, Yann Leroux, Integral Ad Science, ravi d'être ici. Moi, je voulais vous parler un petit peu du contexte, sujet très à la mode, et donc je voulais en fait vous apporter des pistes le plus modestement possible. C'est notre métier, donc on voudrait vraiment partager avec vous quelques informations sur la manière dont ça fonctionne, et peut-être pourquoi, est-ce qu'il s'agit d'un buzzword ou d'une réalité. D'abord, peut-être avant de plonger directement dans le vif du sujet et de mettre les mains sous le capot, la première chose que je voudrais faire, c'est partager avec vous quelques raisons pour lesquelles, effectivement, le contexte est un vrai sujet aujourd'hui, les solutions contextuelles et sémantiques, et pourquoi elles correspondent à des vrais besoins sur le marché de la publicité digitale. Sur la partie gauche, on a évidemment les facteurs qu'on a déjà abondamment discutés aujourd'hui, rien de nouveau, mais si on les empile et si on les décompose, les cookies, donc la base technique sur laquelle une grande partie du ciblage d'audience et de la mesure de l'efficacité publicitaire ont été faites en digital depuis tant d'années. Les cookies, évidemment, sont très fortement plus que menacés, mais leur fin est programmée. Deuxièmement, le consentement, et je le décompose volontairement des deux autres éléments. Il faut le consentement aujourd'hui. C'est une nécessité vis-à-vis du consommateur. C'est pas seulement une nécessité juridique pour faire du ciblage d'audience. Donc le ciblage d'audience est rendu plus compliqué aujourd'hui de par cette notion de consentement. Aujourd'hui, les éditeurs voient entre 20 et 40% de leur inventaire sans consentement, donc sur lequel ils sont incapables de faire du ciblage d'audience, ce qui est le ciblage historique sur le média digital. Et enfin, la conformité, qui est un autre des grands défis, il y en a d'autres, mais des grands défis que rencontre le ciblage historique de la publicité digitale, le ciblage d'audience, donc avec le contexte juridique qu'on connaît tous. Donc c'est nécessaire de collecter le consentement, mais c'est pas suffisant. Il faut également le faire d'une manière qui soit conforme par rapport au cadre juridique qui est lui-même extrêmement évolutif. Tout ça pour dire que les solutions existantes et dominantes historiquement sont effectivement secouées très fortement en ce moment, et que, par opposition, les solutions contextuelles sont des vraies alternatives. Elles sont littéralement essentielles pour le présent et le futur de la pub digitale. D'autres facteurs qui comptent, la responsabilité, notamment au niveau des marques. On voit de plus en plus d'annonceurs qui considèrent qu'ils ont une responsabilité sociétale vis-à-vis donc de la société de faire de la publicité responsable. On voit des initiatives avec la WFA, on voit des initiatives en France, on voit des initiatives au niveau d'annonceurs en particulier, on en voit qui s'expriment publiquement. Ils considèrent par exemple que sur les fake news, ils ont une responsabilité sociétale et faire en sorte que leur pub ne termine pas sur des sites de désinformation fait partie de leur responsabilité de marque. Donc là, il y a une montée en puissance très très nette chez les grands annonceurs internationaux, notamment ceux basés en France, mais pas que, on voit ça dans tous les grands pays occidentaux, de cette notion de responsabilité sociétale qui fait qu'ils veulent maîtriser le contexte. Deuxièmement, là pour le coup c'est moins nouveau, mais c'est plus vrai que jamais, la protection des marques, la très fameuse brand safety, qui est au centre des préoccupations au fur et à mesure que les annonceurs continuent de basculer des pans entiers de leurs investissements publicitaires sur le digital. Ils ont besoin que leurs marques apparaissent dans des contextes qui sont inoffensifs pour leur marque et évidemment efficaces pour leur campagne. Et il se trouve justement que l'efficacité est au rendez-vous avec le contexte. On a notamment des études on a fait par exemple en septembre, le contexte ça marche en fait, et c'est pas surprenant en fait pour ceux qui ont connu les médias d'avant le digital. Mettre une pub avec un contexte en affinité, ça a toujours marché. Les gens qui ont connu les médias d'avant vous diront ça a toujours marché, c'est toujours une recette qui fonctionne. C'est le programmatique et le ciblage d'audience qui a inventé le fait que ça ne marche pas et que c'est du média planning à la papa. La vérité c'est que ça fonctionne, toutes les études le démontrent. Nous en septembre on a fait une étude avec un partenaire spécialisé en neurosciences, donc on a regardé la réactivité du cerveau à différents types de stimuli publicitaire selon s'il y avait de l'affinité, le degré d'affinité contextuelle entre la publicité, le sujet de la publicité et le contexte dans lequel elle apparaissait. Et on le voit, on a des boosters d'efficacité assez nets entre cette affinité contextuelle et cette absence d'efficacité et les contextes qui pour le coup sont en décalage avec la publicité, ou l'inverse plutôt, la pub est en décalage avec le contexte. On a des écarts de 23 à 27%. Partie gauche, pour la petite histoire, c'est la mémoire détaillée qui est une partie particulière du cerveau qui est celle qui est particulièrement sollicitée et qui réagit, on le mesure avec des outils de neurosciences, pour les informations de type informationnel, celles qui demandent justement cette mémoire détaillée. À l'inverse, la mémoire globale, c'est une autre partie du cerveau, et celle-là, elle réagit, elle est sollicitée quand on est sur des publicités plutôt émotionnelles. Donc les neuroscientifiques mesurent différemment ces deux types de publicités en regardant la réponse de l'activité du cerveau à ces deux types de publicités. Pour résumer, dans les deux cas de figure, on voit une surefficacité très très nette de cette affinité contextuelle. Alors le contexte, en fait, on l'a très longtemps fait, et malheureusement, j'aimerais bien que le titre soit vrai. Il n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, une grande partie de filtrage et de la protection contextuelle est fait par des mots-clés dans les DSP. Ça, il faut que ce soit fini. On est en 2021, bientôt en 2022, ça ne marche pas. Je vais essayer de vous le démontrer.
La première chose, le premier problème avec un mot-clé, donc concrètement, je choisis un mot, je prends coup, je prends violence, je prends nu, et on défile hein, les exemples. Ça paraît de bon sens de mettre ça dans son DSP, et chaque fois que ce mot-là tout seul est présent dans une page, avec une certaine fréquence, je l'exclus, je n'évite de communiquer sur cette page. En fait, ça ne marche pas du tout, ça. Si on prend l'exemple de coup, par exemple, qui typiquement évoque des notions de violence, des notions de terrorisme, éventuellement, oui, ou de manifestation, bref, de violence, on va avoir effectivement quelque chose d'assez anxiogène qu'une marque, toute marque digne de ce nom, va vouloir exclure, en disant bah, coup, non, je préfère éviter tous les contextes dans lesquels il y a coup. En fait, si on fait une analyse véridique, vraie, sémantique de ces contextes, on découvre qu'en fait, effectivement, coup peut avoir différentes interprétations. Quand on le contextualise, on découvre qu'en fait, il y a autant de cas dans lesquels c'est totalement inoffensif que de cas dans lesquels c'est effectivement à éviter. Je prends les exemples ici. Coup, c'est coup de feu, c'est coup de poing, c'est coup d'état, mais c'est également coup de foudre, un joli coup en affaires par exemple, ou un coup droit en tennis. Donc là, on voit bien qu'il y a deux types d'interprétations possibles. Et autant l'annonceur voudra éviter celles qui sont à gauche, autant celles de droite pose aucun problème, et si on les évite parce qu'on met le mot coup dans son DSP, on va éviter tout un tas d'inventaires qui vont poser tout un tas de problèmes pour la livraison et la performance des campagnes. On a fait l'analyse par exemple sur le mot shot, qui est un mot anglo-saxon, américain, qui est le plus grand équivalent de coup en langue américaine, et qui, comme coup, est généralement le premier mot qui remonte dans les listes de mots-clés en termes de volume filtré. En fait, 76% des occurrences et des pages dans lesquelles le mot shot apparaît aujourd'hui dans le web anglo-saxon. On a fait une analyse sur des milliards de pages. En fait, 76%, donc les 3/4, sont totalement inoffensifs. C'est un shot en sport, bref. Donc c'est totalement inoffensif. Ça veut dire que si vous mettez coup dans votre liste, ou shot, vous filtrez 3/4 de manière abusive. Donc pour résumer, les mots-clés, c'est absolument pas fiable. C'est pas une bonne façon de protéger vos marques. Soit vous surprotégez de manière totalement exclusive, vous ratez énormément de choses également. Donc en fait, vous protégez pas très bien votre marque. Ils sont beaucoup trop larges. Ils sont trop manuels, c'est des fichiers qu'on charge dans les DSP, c'est une catastrophe en termes de gestion. À l'ère moderne, on ne peut plus travailler comme ça. Donc ils ne sont pas mis à jour du coup, puisque c'est manuel, donc c'est pas mis à jour. Les histoires de est-ce que notre liste de mots-clés, on l'a déclinée dans telle langue? Ah non, on a oublié, on n'a pas chargé le fichier. Ça, c'est tous les jours en agence aujourd'hui et sur le marché de manière générale. Personne n'est responsable en particulier, on a une responsabilité collective. Les mots-clés, il faut arrêter. Dernier point, peut-être dernier clou dans le cercueil des mots-clés. On a fait une étude avec le BG pendant l'été qu'on a publiée en septembre. On a enquêté auprès de plus d'une centaine d'annonceurs français majeurs. Le résultat, parmi d'autres enseignements, et si l'étude est sur notre site si vous voulez la récupérer, un quart des annonceurs interrogés, en l'occurrence, ne connaissent pas, seulement un quart des annonceurs connaissent le contenu de leur liste de mots-clés. Donc c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Les mots-clés, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait plus les mots-clés? Alors, les mots-clés, ils ont comme seul avantage d'être simples, ou en apparence simples, et gratuits. C'est les seules qualités qu'on peut leur retrouver. Donc la vraie solution, c'est ce qu'on appelle les segments sémantiques. C'est quoi les segments sémantiques? Alors je vais parler de ce qu'on fait chez nous, je ne peux pas parler de ce qui est fait ailleurs. A priori, on fait plutôt ça pas mal, donc je vais me servir de ça comme exemple. Donc en fait, on combine un traitement naturel du langage, qui est une technologie, une méthodologie qui repose sur de la linguistique. La finalité, c'est de lire un texte comme un humain le lit. Quand on lit un texte, nous, on n'isole pas des mots. On lit des phrases, on lit un texte, et à partir de là, on déduit un sens. Et tout un tas de subtilités dans le sens de ce texte. Donc ça, c'est le traitement naturel du langage, et on le combine avec du machine learning, c'est de l'algorithmie, qui a l'intérêt d'offrir une énorme capacité de traitement à très grande échelle, dans plein de langues, et d'être capable d'être très réactif également, parce que la linguistique c'est manuel, donc il faut combiner l'automatique du machine learning avec l'intelligence du sémantique. Donc on combine les deux, et pour illustrer ce que ça permet de faire, cette finesse d'analyse des textes par rapport aux mots-clés qu'on a vus juste avant, évidemment on va détecter des sujets, mais on va les détecter de manière extrêmement fiable et précise, on ne va pas avoir de doute sur le sujet dont il s'agit, puisqu'on ne va pas juste regarder les mots, mais lire les phrases en entier. Mouvements sociaux, violences vont être capturés d'une manière extrêmement fiable. Deuxièmement, la tonalité, positif, neutre, négatif, ce qui permet par exemple d'isoler des contenus sur le Covid avec un contenu positif, des choses positives autour du Covid, versus des traitements sur les morts à l'hôpital, comme il y a pu en avoir pas mal à une certaine époque. On peut différencier ces deux. L'effet en termes de protection et en termes d'échelle des campagnes pour les annonceurs est énorme. Des entités, on va identifier Apple, on a beaucoup parlé d'eux aujourd'hui, on va identifier Apple, la marque, par rapport à la pomme, parce que comme on lit le contexte, on est capable de faire la différence entre les deux, et y compris la ville New York, The Big Apple, on va également être capable d'isoler les deux. Donc on est bien dans le sens du texte et non pas l'apparence du mot-clé. Et enfin, on est capable d'isoler des émotions. Comme la machine va lire des textes complets, elle est capable de dégager des sensibilités dans le texte. Et bon, pour ceux que ça intéresse, on peut éviter certaines émotions ou au contraire rechercher certaines émotions, généralement en association avec les sujets.
Sur la désinformation, petit point précis, ça représente un challenge particulier pour ce que je viens d'évoquer, en toute transparence et honnêteté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui permet de distinguer une page de désinformation, quand on la lit, d'une page d'information journalistique. Donc comment on fait? On ne peut pas développer simplement de l'intelligence artificielle ou du traitement naturel du langage. Il faut passer par une source journalistique qui va analyser les sources et leur manière de traiter l'actualité pour déterminer si les règles journalistiques ont été respectées ou pas. Rédaction en chef et ainsi de suite. Donc là-dessus, nous, on travaille avec un partenaire qui est GDI, Global Disinformation Index. C'est une boîte internationale dont le siège est à... En fait, ce n'est pas une boîte, c'est une association d'origine anglaise dont le siège est à Londres et qui fait un travail de validation des sources des sites d'information et qui vérifie qu'ils respectent les bonnes pratiques journalistiques. Et du coup, ça nous fait une espèce de whitelist permanente et on interface les deux systèmes pour que ce qu'on pense qui est de la désinformation, on leur fasse valider, et inversement, qu'ils puissent nous alimenter sur ce qui est des sources de désinformation, ou inversement, qui sont des sources positives de news sur lesquelles on peut se fonder. Donc ça, c'est très important. L'intérêt ensuite, c'est que vous poussez tout ça dans les DSP, soit pour faire du filtrage et de la protection, soit du ciblage. Donc on est compatible avec tous les DSP. Une fois que vous avez défini votre univers contextuel, de brand suitability, de brand safety AB, les sujets avec la tonalité négative que vous voulez éviter, votre marque associée avec un sujet négatif, un mauvais traitement sur la dernière AG, le PDG qui s'est fait virer il y a 6 mois, ça vous pouvez l'isoler en combinant ce qu'on a vu avant, sujet et tonalité, et vous pouvez le charger dans vos DSP, créer votre univers contextuel et n'enchérir que sur des impressions qui correspondent à cet univers que vous aurez créé, soit un univers que vous voulez éviter et un univers que vous voulez cibler. Et on va être compatible avec la totalité des DSP. L'intérêt maintenant et la grande nouveauté, c'est que ça commence à se décliner sur les plateformes, les fameuses plateformes sociales et notamment les newsfeeds. TikTok. Aujourd'hui, dans TikTok, on rentre dans le détail de la vidéo, on regarde chaque plan de la vidéo, on vérifie si c'est brand safe ou pas par rapport au cadre brand safety défini par le GARM, on va lire les textes, on va télécharger la bande son, on va la faire passer dans le moteur sémantique, on va récupérer les textes qui apparaissent dans l'image, on va les passer dans le moteur sémantique. Donc on a une couverture, pour ainsi dire, complète, audio-vidéo, de ce qui se passe au niveau de ces vidéos, pour ensuite proposer aux annonceurs, avec TikTok, de ne diffuser que sur des impressions, sur des vidéos newsfeed qui sont brand safe. Les bonnes nouvelles là-dessus, c'est qu'on lance le newsfeed, la mesure et l'optimisation de newsfeed Twitter dans les 3 mois qui viennent, et que Facebook, pour son newsfeed, a annoncé il y a 2 semaines qu'ils allaient travailler avec des sociétés comme la nôtre pour permettre le mesure et le contrôle de la brand safety dans leur newsfeed, qui est une énorme nouvelle, un énorme pavé dans la mare, parce que c'est évidemment la plus grande partie de l'inventaire qui est vendu sur Facebook, c'est le newsfeed, et donc être capable de mesurer et d'optimiser le newsfeed sur une notion de brand safety est extrêmement important. Oups. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Yann.